Denis Charvit, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vu la situation politique actuelle, on a plus besoin que jamais de votre expertise pour essayer de nous expliquer un peu vers où on va. Et avant de voir un peu l'avenir, une réflexion sur quel regard portez-vous sur ce qui se passe depuis quelques jours, depuis la démission de Lieberman. Comment, et après le discours hier de Binyamin Netanyahou, qui a endossé qui a pris la responsabilité du ministère de la Défense, vous avez le sentiment que Binyamin Netanyahou a repris la main hier soir, ou alors que finalement, irrémédiablement, on va vers des élections et qu'il risque d'être, c'est-à-dire, il est dans une position de faiblesse? C'est sûr qu'il perd la main sur le cours des événements, puisque lui indique une direction qui est celle du maintien de la coalition avec 61 députés, et qu'il a affaire à des partenaires, on va dire, plus capricieux, qui n'entendent pas cela de la même oreille. Carlon l'a indiqué à demi-mot, et visiblement à 10h30, Ayelet Shaked et Naftali Bennett feront la même analyse, et donc décideront finalement du sort de ce gouvernement en allant dans l'opposition et en précipitant la tenue de nouvelles élections. Alors, Binyamin Netanyahou l'a dit hier, ça s'est déjà produit. La droite nationaliste et même sioniste religieuse, le Parti national religieux de l'époque, avait déjà fait chuter un gouvernement de droite. Et à la suite de cela, le gouvernement qui avait été mis en place, c'était en 1992, à la place du gouvernement Shamir. C'était le gouvernement d'Yitzhak Rabin qui avait initié le processus d'Oslo. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut se retrouver dans le même cas de figure au cours des prochains mois? Ça s'est même reproduit une seconde fois en 1999. Avec le premier gouvernement Netanyahou. C'est aussi la droite, à la suite des accords de White Plantation, qui a décidé de faire tomber le gouvernement, et c'est Barak qui a pris les choses. Je pense que ce qui inspire à Naftali Bennett et à Ayelet Shaked le sentiment qu'ils peuvent faire tomber ce gouvernement-là, c'est que on n'est pas du tout dans la même configuration politique aujourd'hui. Oui, certes, il y a le scénario Benny Gantz, il y a le scénario d'une liste unifiée qui pourrait... oui, parce que les sondages de ces derniers jours donnent 26 mandats au Likoud et 24 aux cancionnistes avec le renfort de Benny Gantz. C'est-à-dire là, à ce stade-là, et en plus avec un président de l'État qui n'est pas particulièrement, ne souhaite pas particulièrement confier à nouveau le soin de construire une coalition à Binyamin Netanyahou, on peut peut-être envisager d'autres scénarios. Oui, des scénarios sont toujours possibles en politique, mais en même temps, on va dire que la confiance que l'on a, à tort ou à raison, dans l'état de l'opinion publique laisse peu de chance, semble-t-il, mais bien sûr tout est possible en politique, faut jamais ne jurer de rien, mais en tout cas je pense que si on partageait cette analyse dans le parti foyer juif, on aurait une autre attitude. Or ce n'est pas celle-là qui visiblement ils vont avoir, sauf un coup de théâtre, tout est possible à 10h30, mais voilà, je dirais que le rapport de force, je dirais que finalement pour moi la faiblesse de ce scénario que vous évoquez, c'est que l'opinion concernée du centre et de la gauche n'y croit pas vraiment. Elle n'a pas le sentiment qu'il y a peut-être là une chance historique de l'emporter, mais vous me direz, on n'est pas encore en campagne électorale. Oui. Mais cette mobilisation-là, on la sent pas. C'est-à-dire que on aimerait, pour ceux qui la soutiennent, on aimerait que ça puisse se produire, mais on est très sceptique et on a plutôt le sentiment, il y a une sorte de démoralisation politique dans ce camp-là. C'est-à-dire que la démographie va contre nous, l'état de l'opinion est contre nous, et que le risque. Alors c'est vrai que ça peut se jouer à quelques députés. Il suffirait de déplacer 3-4 députés d'un camp à l'autre.
Simplement que, par exemple, les orthodoxes qui sont aujourd'hui plus divisés que jamais ne parviennent pas à s'unir dans un judaïsme unifié de la Torah et ils perdraient quelques mandats précieux il faut rappeler que le gouvernement a débuté, le gouvernement Netanyahou a débuté avec 61 députés jusqu'à ce que Lieberman arrive. Donc c'était tout juste aussi, hein. Tout à fait. C'est d'ailleurs là-dessus que s'appuie Netanyahou pour dire on a déjà exercé le pouvoir pendant un an, exerçons encore le pouvoir dans les mêmes conditions. Au début, hein. Dans la dernière année, voilà, il y a encore pas mal de législation extrêmement importante pour tous les partis de la coalition. Mais voilà, visiblement, ce discours, je dirais raisonnable pour quelqu'un qui soutient la droite, n'est pas entendu. Et je pense d'ailleurs que Netanyahou essaye de récupérer, comment dirais-je, sa crédibilité politique un peu écornée la semaine dernière en jouant cette carte de la responsabilité, de la maturité et du travail qui reste encore à faire dans une période effectivement assez difficile où il est d'une certaine manière l'otage de ce que fera le Hamas. Alors, concrètement, on a besoin de vos conseils aussi. Que va-t-il se passer si, par exemple, tout à l'heure, Ayelet Shaked et Naftali Bennett annoncent leur démission, la coalition gouvernementale n'a plus de majorité, le gouvernement n'a plus de majorité. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il doit y avoir quelle va être la prochaine démarche? Alors, la prochaine démarche, la Knesset a le droit, en vertu de la loi fondamentale sur la Knesset, elle a le droit, de s'auto-dissoudre, donc de procéder à son auto-dissolution. Et c'est comme un projet de loi, c'est-à-dire que ça doit passer en commission des lois de la Knesset, avec une première, une deuxième, une troisième lecture. Alors, on peut imaginer... Projet de loi de dissolution du gouvernement. De dissolution de la Knesset. Knesset. La Knesset ne va pas... Netanyahou va pas remettre sa démission. C'est la Knesset qui décide que... faute de confiance au gouvernement, elle préfère se dissoudre. Donc ça permet d'ailleurs au gouvernement de ne pas être, l'objet d'une motion de censure. Donc c'est pas qu'on va présenter un autre candidat à la place de Netanyahou. On dit tout simplement que la Knesset arrive à sa fin, elle touche à sa fin et préfère donc se dissoudre plutôt que de voter une motion de censure. Et donc c'est un processus législatif identique à celui d'une loi ordinaire, c'est-à-dire qu'en 3 lectures, donc ça passe par une commission des lois. Alors bien sûr, le président de la commission, Miki Zohar, peut faire un peu... Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il a menacé. J'imagine qu'il fera un peu de l'obstruction, il dira il y a d'autres dossiers plus importants, etc. Mais au bout du compte, ça pourra pas tenir très longtemps, ne serait-ce que parce que les projets de loi, les autres projets de loi n'aboutiront pas compte tenu de cette volonté des partenaires de la coalition de dissoudre la Knesset. Et une fois que la Knesset est dissoute, le gouvernement devient un gouvernement de transition, c'est cela ? Exactement. Alors, je dirais que la chose la plus importante, c'est même pas tant, c'est bien sûr l'autodissolution de la Knesset, c'est surtout l'accord entre les partis de la coalition, entre les partenaires de la coalition pour la nouvelle date des élections. Oui. Et là, on peut imaginer qu'il va y avoir un bras de fer entre Kahlon qui voudrait que ce soit en mars, c'est-à-dire le plus rapidement possible, ça coûtera le moins cher, c'est rapide, c'est expéditif, on n'a pas tellement le temps finalement d'organiser une campagne, ou en tout cas dans les 90 jours qui sont impartis par la loi. Et en revanche, on prétend que Netanyahou serait plus intéressé à les faire tenir au mois de mai, après la fête, les célébrations de l'indépendance du 71e anniversaire de la création de l'État d'Israël, parce que c'est l'occasion de beaucoup de discours publics dans lesquels il pourra en même temps célébrer les 71 ans d'Israël et surtout célébrer son bilan à la veille d'élections générales. Alors, un gouvernement de transition, paradoxalement, c'est un gouvernement qui est presque plus fort qu'un gouvernement normal, puisque on ne peut pas démettre des ministres et on ne peut pas entrer. On peut pas entrer, effectivement. Voilà, on peut nommer personne et on ne peut effectivement faire sortir personne. Alors la seule réserve qui existe, mais les circonstances peuvent modifier, c'est qu'un gouvernement de transition n'est pas censé voter des lois importantes, significatives, générales, dans la mesure où on estime qu'un gouvernement de transition n'a pas la confiance de la Knesset et donc il est sollicité, c'est dit explicitement, mais ça peut ne pas être clair. Et il est clair, par exemple, que s'il y a une opération militaire à mener, le gouvernement de transition peut la faire, même si c'est une décision grave et gravissime. Donc, sur le papier, un gouvernement de transition, effectivement, a cette force-là qu'il ne dépend plus de ses partenaires. Aucun partenaire n'a la possibilité de partir, de menacer, de faire tout ce que un partenaire de la coalition peut faire en temps ordinaire.
et en général, des grandes décisions ne peuvent pas être prises, mais tout ça finalement est soumis à l'appréciation de l'opinion publique. Alors finalement, si on arrive au bout de cette 20e Knesset, donc apparemment, hein, tout de même, on arrive après quasiment 4 années de mandat, de mandature. Cela est le reflet d'une certaine stabilité on va dire, de la démocratie israélienne ou des instances politiques israéliennes. Il y a une époque où on avait l'impression que tout cela s'effritait un peu, en particulier lorsqu'il y avait l'élection du Premier ministre au suffrage universel direct. Là, aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il y a une sorte de relative stabilité dans le pouvoir ? Dans l'exercice du pouvoir. Je dirais de manière très relative. D'abord parce que, parlons fake news, les dernières élections remontent à mars 2015. Oui. Donc on est sur 3... Et le gouvernement a été formé au mois de juin. Donc en fait, c'est 3 ans et quelques mois, 3 ans et 4 mois. Oui, c'est pas tout à fait 4 ans, mais incontestablement, on va dire que par rapport à ce qu'on a connu en 2013-2015, où là le gouvernement n'a tenu en place que 2 ans parce que Netanyahou a précipité les choses en précipitant de nouvelles élections, c'est vrai que, et finalement même ce qui vient de se passer a pris un peu tout le monde par surprise. On avait plutôt le sentiment qu'on s'acheminait certes des élections vers 2019, alors pas en novembre, en mars ou en mai ou en juin, mais grosso modo on savait de toute façon que ça aurait lieu. C'est vrai que cela démontre une relative stabilité, parce que d'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement qui disposait d'une majorité de 61 députés s'est trouvé renforcé avec l'addition des voix de Lieberman, lequel se retire aujourd'hui et précipite la coalition. C'est vrai que c'était un petit peu inattendu, on avait plutôt le sentiment que ça aurait lieu peut-être, mais certainement dans l'année 2019 et non pas en fin d'année 2018. Bon voilà, on est un petit peu, je dirais, dans une sorte de cycle à peu près normal, mais finalement, oui, ce n'est pas 4 ans et ce n'est pas non plus 4 ans et demi, comme ça aurait pu être le cas si le gouvernement avait tenu jusqu'au bout. Eh bien, Denis Charbit, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ce qui risque de se produire, pas plus tard que ce matin. Donc, si effectivement, comme on l'estime ce matin, Naftali Bennett et Ayelet Shaked annoncent leur démission du gouvernement, et donc ils entraîneraient ainsi la classe politique vers des élections anticipées que le Premier ministre ne souhaite pas, mais qui devraient intervenir donc dans les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Merci. Voilà, et nous allons marquer une petite pause et nous serons dans quelques instants avec Chaim Messika, qui est l'un des conseillers très proches du ministre des Finances Moshe Kahlon, pour essayer de comprendre un peu quelle est la position de Moshe Kahlon, une position importante dans la crise actuelle.